Pour parler de la nomination de Liz Truss à la tête du gouvernement britannique, nous sommes en direct de Rabat avec Mohamed Chkoundi, universitaire et chercheur à l'Institut supérieur des études africaines de l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Quel est d'abord l'impact de cette nomination sur le partenariat entre le Royaume-Uni et le Maroc ? Oui, c'est déjà l'arrivée de Liz Truss, comme vous le disiez tout à l'heure dans le reportage, c'est dans un contexte particulier, c'est celui d'une crise énergétique suscitée par d'abord une crise géopolitique aussi. Donc Liz Truss, il y a un couple la tâche d'abord de trouver des solutions rapidement, surtout nous sommes à l'approche de l'hiver, donc il faut trouver rapidement des solutions à ce problème d'énergie dont les prix deviennent galopants et donc ça impacte directement la poche des ménages britanniques. Donc maintenant, par rapport aux relations entre le Maroc et le Royaume-Uni, bien évidemment, il y a le prolongement de cette politique étrangère entreprise par Boris Johnson, et d'ailleurs c'est Liz Truss qui était ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire qu'il va y avoir un prolongement de cette politique étrangère qui cherchait à se démarquer de la politique étrangère, on va dire, de l'Union européenne, parce qu'il faut le rappeler au passage que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne et donc du coup il essaye de façonner sa propre politique étrangère. Maintenant, par rapport aux relations entre le Maroc et le Royaume-Uni, ce sont des relations d'abord qui sont historiques, ce sont des relations qui ont toujours existé mais qui sont en train de s'approfondir ces dernières années, bien évidemment, parce que le Maroc aussi a opté ces dernières années pour une ouverture, pour une approche anglo-saxonne qui consiste à s'ouvrir davantage sur les pays anglo-saxons, les pays africains d'abord, parce qu'il faut dire que le Maroc n'est pas prisonnier, c'est-à-dire d'un cercle, d'un périmètre un peu fermé de développer des relations stratégiques uniquement avec les pays africains francophones, mais aussi avec les pays anglophones. Donc, il y a convergence sur la matière et donc, du coup, au Maroc aussi, il y a une prise de conscience quant à l'importance de l'apprentissage de l'anglais et on voit un peu pas une inflation, mais l'augmentation du nombre d'instituts qui dispensent un peu l'anglais parce qu'il y a une prise de conscience des ménages quant à l'importance de s'ouvrir sur la culture anglo-saxonne. Donc, il y a convergence entre les deux. Donc, sachant que entre le Maroc et le Royaume-Uni, il y a eu la signature en 2020 d'un accord, pas de plusieurs accords, mais l'accord principal, c'est un accord énergétique. On sait que le Royaume-Uni, actuellement, présentement, il est confronté à des problèmes d'accès à l'énergie. Donc, il veut un peu pallier à ces problèmes, mais pas en s'associant avec n'importe quel régime. Pas en s'associant, surtout que maintenant, on voit que les relations diplomatiques, parfois, ils rentrent dans des zones de turbulence, donc ils ne sont pas stables. Donc le Royaume-Uni, il est à la recherche d'un partenaire fiable, d'un partenaire stable, et c'est comme ça que c'est à l'aune de cette analyse que l'on peut comprendre l'accord qui avait été signé entre le Maroc et le Royaume-Uni, au terme duquel, c'est-à-dire le Maroc s'engage à acheminer, c'est-à-dire de l'électricité issue des énergies renouvelables. Parce qu'il faut dire que dans les pays européens, il y a de plus en plus de prise de conscience quant à l'importance des énergies renouvelables, quant à l'importance de verdir l'économie. Donc, la mise en place d'un câble sous-marin d'une longueur de plus de 3800. Donc l'idée, c'est que d'ici 2024, le Maroc s'engage à approvisionner la Mauritanie en électricité issue de tout ce qui est énergie renouvelable, solaire et éolien. Donc ça, c'est très important. C'est un accord stratégique. Oui. D'accord. Alors, vous avez largement parlé de ce partenariat stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni. Pouvez-vous détailler aussi donc le partenariat qui existe entre ce pays et les autres pays africains ? Vous savez, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire le Royaume-Uni, il essaye maintenant de développer une nouvelle politique africaine parce que quand il était membre de l'Union européenne, donc il y avait une seule politique étrangère qui primait. Et donc le Royaume-Uni, après avoir, et surtout que nous avons vu la composition de nouveau gouvernement de Liz Truss hier, c'est-à-dire la plupart sont des Brexitaires, des pro-Brexitaires en quelque sorte. Donc ils vont aller dans cette optique de renforcer davantage
davantage les relations avec les pays africains et surtout, c'est-à-dire essayer de trouver une alternative aux accords commerciaux c'est-à-dire qui liaient le Royaume-Uni comme faisant partie de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire des accords commerciaux avec les pays africains et sachant aussi que le Royaume-Uni, nous avons vu lors de forums de Commonwealth au Rwanda, nous avons vu aussi lors de forums, Business Forum entre le Royaume-Uni et qui a réuni le Royaume-Uni et plusieurs pays africains, que le Royaume-Uni veut être davantage présent, c'est-à-dire il veut que ces entreprises soient davantage présentes en Afrique. Donc il va y avoir évidemment des incitations dans ce sens, c'est-à-dire faire en sorte que les entreprises britanniques soient davantage présentes, sachant que le Royaume-Uni aussi il fait partie des principaux pays investisseurs en Afrique. Il suffit de dire c'est le stock, c'est-à-dire d'investissement britannique en Afrique s'élève à 62 milliards de dollars, c'est-à-dire soit le premier pays en termes d'engagement financier, sans pour autant compter le projet, c'est-à-dire qui est en train d'être mis en place, c'est-à-dire à l'issue de cet accord entre le Maroc et le Royaume-Uni, dont la valeur est de 20 milliards. Donc, c'est-à-dire la politique africaine du Royaume-Uni va s'affirmer de plus en plus. L'idée, c'est-à-dire comme Liz Truss s'est engagée, c'est-à-dire l'idée d'abord c'est de renforcer les liens commerciaux, économiques et financiers avec les pays africains de Commonwealth, c'est-à-dire rendre ces relations beaucoup plus stratégiques et donner beaucoup plus de marques, c'est-à-dire à cette nouvelle politique africaine du Royaume-Uni. Donc on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus d'investissements, à ce qu'il y ait de plus en plus d'accords commerciaux parce que le Royaume-Uni aussi en l'état actuel des choses, il est menacé de stagflation, c'est-à-dire une baisse de l'activité économique et l'inflation. Donc le fait d'inciter les entreprises britanniques à s'ouvrir davantage sur le marché africain qui représente un potentiel très important d'un point de vue démographique et aussi au niveau des besoins à satisfaire. Donc ce serait une bonne chose pour les entreprises britanniques aussi. Et sans pour autant oublier le fait que ces entreprises, c'est-à-dire ils ont un savoir-faire dont l'Afrique pourrait tirer profit, c'est-à-dire un savoir-faire en matière de technologie, en matière d'agriculture, en matière d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. D'accord, vous avez parlé politique étrangère, économie aussi, et puisque vous avez abordé justement ce volet économique, il y a certainement le défi de cette période post-Brexit qui pose encore problème donc, au Royaume-Uni. Quels sont les autres grands défis auxquels fait face aujourd'hui Liz Truss ? Vous savez, c'est-à-dire le nouveau ministre aussi, le ministère des Affaires étrangères, James Cleverly, il faut qu'il a des dossiers chauds devant lui. C'est-à-dire, heureusement qu'il a pris l'habitude parce qu'il a déjà été pendant 2 ans secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Donc, il sait les sujets les plus brûlants qui sont sur la table au l'état actuel des choses. Nous avons celui de Brexit dont vous venez de parler, surtout par rapport à l'Irlande du Nord. Il y a l'autre sujet aussi par rapport à cette crise énergétique, donc qui nous renvoie directement à une crise géopolitique, sans pour autant oublier que le Royaume-Uni se tient d'une manière un peu manifeste, c'est-à-dire l'Ukraine. Et donc, il y a ce dossier. Les relations, c'est-à-dire les dossiers les plus chauds, il y a d'abord comment, c'est-à-dire le nouveau gouvernement britannique va gérer les relations avec des pays à l'instar de la Russie, sachant qu'il y a une crise énergétique, avec des pays comme la Chine, sachant que peut-être Liz Truss, il veut radicaliser davantage peut-être la politique étrangère, c'est-à-dire en considérant des pays comme la Russie, je ne sais pas ce qu'il en serait pour la Chine, comme peut-être pas des ennemis, mais comme peut-être des rivaux stratégiques. L'autre élément, bien évidemment, c'est-à-dire j'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé des relations géopolitiques, et j'ai parlé de l'Irlande du Nord par rapport au Brexit, et donc c'est-à-dire les relations aussi avec l'Union européenne, c'est une priorité absolue, c'est-à-dire savoir est-ce que pour Liz Truss, les relations, il va prôner le rapprochement avec les pays de l'Union européenne, donc essayer de trouver une sortie honorable à ces divergences, à ces différences par rapport par rapport à la situation de l'Irlande du Nord, ou bien l'Union européenne et le Royaume-Uni vont entrer dans une espèce de rivalité commerciale perceptible et manifeste. Donc voilà un peu, et sans oublier bien évidemment les relations entre le Royaume-Uni et
les autres pays africains, parce que le Royaume-Uni cherche à se démarquer tout en partant d'une prise de conscience de retard qu'il a accumulé d'un point de vue commercial, parce qu'il y a d'autres puissances entre-temps qui se sont déployées en Afrique. Ils ont accumulé une part de marché importante. Aussi, leur part dans les investissements directs à l'étranger devient de plus en plus importante. Mais pour le Royaume-Uni, je pense que l'idée, ce n'est pas de créer des rivalités en Afrique et faire en sorte qu'on intensifie un peu cette tendance qui consiste à raviver cette ambiance de guerre froide. Peut-être pour le Royaume-Uni, il veut prôner certains, peut-être soft power, c'est-à-dire soft power, avancer ses pions en Afrique sans pour autant créer un peu des tensions dont l'Afrique n'a pas besoin. L'Afrique a déjà, oui. Très brièvement, professeur Mohamed Chkoudi, est-ce que vous pouvez détailler un peu la situation en Irlande du Nord, justement pour qu'on puisse comprendre, parce que voilà, donc c'est un peu l'héritage de ce Brexit, de ce divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que l'Irlande du Nord va continuer à faire partie de l'union douanière de l'Union européenne, ou bien il faudrait qu'il s'extrait un peu il faudrait l'extraire de cet accord. Donc pour l'instant, le Royaume-Uni ne veut pas céder, c'est-à-dire le statut que s'applique à l'Irlande du Nord, c'est-à-dire il faudrait qu'il continue aussi c'est-à-dire l'Irlande du Nord ne devrait pas être distinguée quand on parle de Brexit, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il fasse cavalier à part, alors que pour l'Union européenne, non, c'est un cas à part, il faut le considérer en tant que tel. Chose que le Royaume-Uni n'accepte pas en l'état actuel. Parfait. Merci beaucoup à Mohamed Chkoudi, universitaire et chercheur à l'Institut supérieur des études africaines de l'Université Mohammed V de Rabat. Merci, professeur. Merci.